si rien ne change, Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Alors, normalement, nous sommes avec Ombline qui doit faciliter cette rencontre. Il faut qu'on entende Ombline. Oui, on ne l'entend pas. Là. Ah, ça y Oui, est. ça y est. Bah, bonjour Ombline. Ok. Alors, bonjour Karine, bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignaient pour cet atelier autour du syndrome de l'imposteur de ces assises de la parité. Nous sommes donc avec Karine de la communication de BNP Paribas Cardiff. Bonjour Karine. Bonjour Ombline. Et avec Pierre Ullmann qui est CEO et Head of Business Solutions de la Banque commerciale en France de BNP Paribas. Bon. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors pour démarrer cet atelier, lutter contre le syndrome de l'imposteur, on va commencer par une définition. Karine, pour toi, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur et comment tu l'illustrerais ? D'accord. Bah, peut-être juste avant de donner ma définition, moi, je voulais dire que j'étais vraiment ravie de témoigner aujourd'hui avec Pierre parce que, alors, il y a une vidéo que vous avez peut-être vue les uns et les autres qui a tourné récemment, qui avait été faite par le collectif Sista. Et c'était une des questions qui était posée à plein de dirigeants hommes, qui étaient les questions qui sont normalement plutôt adressées à des femmes. Et en fait, on avait eu 0 répondant à cette question. Et alors là, je voudrais dire que, promis, vous aurez des réponses de notre part à tous les deux, mais aussi avec un point de vue masculin. Et je pense que c'est important d'avoir 2 points de vue sur la question. Oui, je partagerai ça avec vous, avec plaisir. Alors moi, la façon dont, moi en tout cas, j'ai pu vivre le syndrome de l'imposteur, ça a été en général avant des prises de poste, avant même d'accepter parfois des postes ou au tout début de poste, où j'avais l'impression que finalement je ne serais pas à la hauteur, je n'avais pas forcément les compétences, j'avais peur de décevoir mes chefs et être légitime vis-à-vis de mes équipes, finalement pas avoir la crédibilité qu'il fallait pour ce poste. Et je l'ai vécu notamment en deux occasions en particulier qui m'ont plus marqué. La première, c'était après mon tout premier poste de conseiller en patrimoine financier, donc dans le réseau d'agences BNP Paribas dont Pierre est un des dirigeants. Je me destinais à la communication, donc j'avais vu qu'il y avait un poste libre à la communication qui était attaché de presse. Et donc quand j'ai postulé, quand j'ai réalisé qu'après ce que j'allais dire allait porter la parole de BNP Paribas, c'était voilà, enfin pour moi qui étais assez jeune, c'était un peu inquiétant sur. Qui ne pensent même pas à se lancer dans ce genre de carrière. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? On a un petit témoignage supplémentaire. Donc, voilà. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement. Il faut nous couper à retour là. Ouais. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur ? Ah oui, alors c'est le collectif Sista qui est en direct. Hein ? Vous êtes plutôt combatif et doux. Voilà, c'est le fameux collectif Sista. Donc la façon dont ça, voilà, dont j'ai vécu, j'avais l'impression en fait de finalement pas avoir les compétences pour ce nouveau poste. Et bon, je l'ai quand même accepté et très vite j'ai réalisé que en fait ce qu'attendaient les journalistes c'était justement ma connaissance du terrain, ce que j'expliquais aux journalistes, c'est avant ce que j'expliquais à mes clients quand j'étais en agence. Et finalement voilà, ça s'est très bien passé, mais il m'a fallu du temps pour me rendre compte que finalement je pouvais puiser dans mes compétences de ma première expérience pour ce poste-là. Et une deuxième expérience dans le cadre d'une réorganisation où
en fait, j'ai hérité d'une nouvelle équipe qui avait des compétences qui étaient très, très différentes des miennes. Et donc, je ne me sentais absolument pas légitime là, vis-à-vis de l'équipe. Et donc, très vite, je me suis formée. Et puis, j'ai réalisé finalement qu'il n'était pas nécessaire d'avoir toutes les compétences de son équipe pour manager une équipe, évidemment. Ça n'est pas forcément la première qualité qui est attendue dans ce cadre-là. Pierre, alors on pose pas souvent le débat de ce syndrome pour les hommes. Est-ce que c'est différent ou est-ce qu'en tout cas c'est perçu comme tel? Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est j'ai fait un post LinkedIn hier sur notre intervention à tous les deux avec Karine, et puis on a la possibilité de faire un petit sondage. Et puis je posais la question de savoir est-ce que les gens savaient déjà ce que c'était que le syndrome, est-ce qu'il était typiquement féminin ou est-ce qu'il pouvait arriver à tous. Et alors après, est-ce que le sondage est significatif ou pas, mais la grande majorité des gens disent que ça peut arriver à tout le monde. Et donc ça n'est pas, contrairement à ce qu'on a vu dans CISA peut-être, ça n'est pas strictement féminin. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, et c'est aussi pour ça que je suis là et que je suis ravi de participer à cette table ronde, c'est, je veux dire, en dépit ou malgré le niveau de responsabilité que j'ai, j'avoue très humblement que je continue de vivre, ou j'ai vécu et je continue de vivre, peut-être je peux parler au présent, ce syndrome de l'imposteur. Alors, assez différemment de l'expérience de Karine, parce que, effectivement, dans la définition, toi tu parles des compétences, moi j'étendrai un peu le dispositif sur les qualités professionnelles. Tu évoques souvent le management et, enfin, en tout cas, la direction et puis éventuellement les équipes. Moi, ma difficulté, elle vient de mes pairs. C'est-à-dire que, peut-être parce que c'est l'expérience avec les équipes, finalement, et puis parce que j'ai fait une partie de ces métiers-là, la légitimité est arrivée. Je viens d'un environnement, avant d'être chez BNP Paribas, un autre grand groupe international, où le mode matriciel fait que dialoguer avec une direction générale, c'est forcément complexe par nature, et donc j'ai quelque part appris ça. Rentrer dans une nouvelle entreprise avec des codes, enfin, un métier commun, mais des codes un peu différents, et se dire, est-ce que je vais être légitime pour remplir ma mission de Chief Operating Officer et opérer, on vient d'en parler, la transformation de la banque commerciale en France, ça n'est pas complètement évident. Et j'avoue que je dois continuer de travailler ce sujet-là. Et puis le troisième point, et puis moi je trouve que c'est intéressant, et pour ça, ça fait écho à peut-être à une réflexion plus féminine. Moi, j'ai l'occasion, dans un certain nombre non pas de conventions, mais d'échanges notamment avec des talents femmes, de dire, moi ça fait très longtemps que j'ai dépassé, par rapport à l'idée que je faisais de ma carrière, que j'ai dépassé, entre guillemets, mon seuil de compétences. Et donc, je dois absolument me dire, oublier ce que je pouvais imaginer faire, et tout ce que je fais maintenant est en fait vraiment nouveau. Et donc, forcément, toutes les choses nouvelles, c'est forcément un tout petit peu compliqué. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire, en tout cas pour mon expérience personnelle, ce que je ressens en tant que, parfois et encore, imposteur. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Vos approches et vos expériences, elles sont assez complémentaires, hein, on l'entend. Pierre, tu as vécu ou tu vis le syndrome de l'imposteur plutôt vis-à-vis de tes pairs. Karine, ça pourrait être plutôt vis-à-vis de tes chefs ou de ton équipe. Est-ce que le sujet des doutes sur les compétences est un biais féminin, tandis que la comparaison, le doute sur la comparaison se retrouverait davantage chez les hommes? Karine, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, sur la situation en tant que telle, je pense qu'on est tous concernés parce que finalement, dans un nouveau poste, à part la personne qui l'occupait précédemment et encore dans le meilleur des cas, il y a personne qui a 100% des compétences pour un poste parce que soit effectivement, il faut apprendre un nouveau métier, une nouvelle expertise ou des soft skills, il y a toujours quelque chose qui manque. Donc en fait, on peut tous forcément être dans cette situation où, enfin, et on l'est par construction, on n'a jamais 100% des compétences pour un nouveau poste. Donc ça, et après, je pense que c'est le ressenti qui peut être différent d'une personne à l'autre, où on peut être plus ou moins conscient de ce différentiel de compétences entre ceux qu'on pense avoir et celles qu'on a. Je ne sais pas, toi, si Pierre, tu le vois de la même manière. Alors, en répondant d'abord à la question qui est posée, peut-être, bien que j'aime pas mettre les gens, et notamment de faire des différences entre les hommes et les femmes, mais
peut-être que sur ce sujet-là, en y réfléchissant, les hommes se comparent plus et les femmes regardent plus le niveau de compétence qu'elles doivent atteindre pour tenir le poste. Et peut-être qu'il y a un petit effet masculin qui est de dire « oh là là, je suis dans un écosystème et il faut que j'y trouve ma place ». Et peut-être qu'il y a un biais un peu masculin à cela. Après, ce que je veux dire, c'est au-delà de ce sujet-là, moi je le redis encore, il y a ce qui est attaché à la personne, donc aux gens qui peuvent vivre ce syndrome, et puis il y a l'écosystème de la culture de l'entreprise, de ses codes et de ses modes de fonctionnement. Ça, c'est pas de la compétence, c'est vraiment de la culture. Et quand je parlais de la qualité professionnelle dans mon introduction, je pense beaucoup à ça. C'est comment on fait, alors même qu'on ne peut pas connaître ces codes-là, puisqu'on est nouveau, et puis chez BNP Paribas, on fait des mobilités, donc même à l'intérieur d'un groupe international et très large comme le groupe BNP Paribas, on découvre des nouveaux environnements. Là, pour le coup, je pense qu'il faut aussi que, par rapport à des éléments de réponse qu'on va peut-être apporter plus tard, l'entreprise ou les entreprises d'une manière générale, elles doivent accompagner ces mobilités dans ce cadre-là pour dire, ben voilà, il y a des étapes, non pas à franchir, mais sur lesquelles il faut progresser et accompagner. Et je pense que ce sujet de la compréhension des codes et de la culture est aussi un élément important du syndrome et donc des éléments de réponse qu'on peut apporter. Alors, merci beaucoup. Vous avez tous les deux expérimenté et ressenti plusieurs fois ce syndrome de l'imposteur. On en parlait dans ton introduction, Pierre, avec le sondage réalisé sur LinkedIn. Est-ce que ça veut dire que ce syndrome, c'est quelque chose qu'on peut tous connaître à un moment ou un autre de sa carrière ? Moi, dans mon cas, en tout cas, les deux exemples que j'ai donnés, il y en a un qui était vraiment au tout début de carrière, c'était après mon premier poste, et le deuxième, au contraire, j'étais manager de manager, donc c'était quand même bien plus tard dans ma carrière. Et Pierre, tu disais tout à l'heure que ça t'arrivait encore aujourd'hui, donc j'ai l'impression qu'effectivement, ça peut arriver à tous les stades d'une carrière. Alors, moi aussi, je ne veux pas être trop négatif par rapport à ça et de se dire, est-ce que ça arrive à tout le monde? J'en sais rien. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? J'imagine et je pense, que oui. Mais, là encore, moi, je suis reconnaissant de l'entreprise pour laquelle je travaille et qui accompagne ses collaborateurs. Je crois que ce qui est important quand quelqu'un commence à vivre cela et à l'identifier, il faut qu'on soit à l'écoute. Le dispositif d'écoute, et notamment le rôle du manager dans ce dispositif-là, il est absolument clé. Donc, il peut arriver à tout le monde, et dans ce cas-là, cette capacité à l'exprimer relativement rapidement est probablement clé dans la mise en œuvre de solutions qu'on doit travailler. Oui, alors justement, une fois qu'on l'identifie, ce syndrome, quelles pourraient être les solutions pour parvenir à le dépasser, à le contourner ou à le surmonter? Alors, si la question, elle est pour moi, d'abord, si j'avais toutes les clés ou tous les éléments de réponse, probablement que je ne le vivrais plus. Donc, or, je le redis encore très, 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 très sincèrement et très, très humblement, de temps en temps, assez régulièrement, je me pose cette question-là en disant, mais est-ce que je fais bien, alors même que probablement la cause doit être identifiée autrement. Moi, je vois deux choses, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais moi, je crois beaucoup à deux pratiques, puis après, on peut rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Il faut de la bienveillance, et la bienveillance, vous allez la chercher auprès des alliés. Donc la théorie des alliés, elle est absolument clé dans ce domaine-là. C'est évidemment que l'institution, l'écosystème, la RH, la gestion individuelle doit contribuer à identifier, à trouver des pistes, mais je pense qu'une partie des solutions, elle vient aussi de nous-mêmes et d'identifier assez rapidement donc ces alliés avec lesquels on va pouvoir comprendre ce syndrome et surtout, entre guillemets, l'objectiver, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce syndrome, c'est l'objectivité versus la subjectivité. C'est assez souvent ce qu'on ressent est totalement subjectif,
peut être vrai parfois, mais totalement subjectif. Et il faut passer à un stade où on doit prendre conscience, avec une plus grande objectivité, de ses forces et peut-être même parfois de ses faiblesses par rapport à ça. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et alors là, quand je le dis, je me vois vivre ça et travailler ça. Il faut écouter. Il faut écouter. Je crois que tu reparleras peut-être de tes patrons ou de tes équipes. Moi, j'ai un écosystème un peu large au sein du CDG ou du COMEX de la Banque commerciale en France. Il faut savoir tout écouter. Et ce qui est important, c'est que, à cause de ce syndrome, on écoute peut-être un peu trop souvent les choses négatives, ou qui ne sont peut-être même pas des choses négatives, mais qui sont des challenges. Et on est dans un monde et dans une entreprise qui vit de challenges. Mais d'abord, ces challenges ne sont pas tous négatifs. La plupart du temps, ils sont positifs et constructifs. Et le deuxième sujet, c'est écouter. Il faut savoir tout écouter. Et donc, écouter aussi la reconnaissance, les points positifs, parce qu'il y en a forcément. Et ça, je crois qu'on n'est pas assez, et je ne suis pas assez, si on veut personnaliser un peu le débat, je m'oblige beaucoup à ça. Et ce n'est pas facile de se dire, bon voilà, je dois prendre un peu de recul pour bien tout écouter. Ça, c'est vraiment important. Après, troisième chose, et pardon d'être un peu long, mais je trouve que c'est le fond du sujet, dans les dispositifs qui peuvent accompagner ce type de collaborateurs ou collaboratrices qui sont en difficulté, moi j'ai la chance, et je dis que c'est une chance parce que j'adore ça, on a des programmes de talents femmes pour les accélérer. Et à l'intérieur de ce programme, il y a différents sujets, dont du mentoring. Et moi, comme j'adore mentorer, partager, ce n'est pas forcément donner des conseils, mais c'est échanger. Je crois que le mentoring, c'est un autre axe de développement extrêmement fort. Parce que là, le mentor, lui, il est à la fois dedans, par son expérience, par son partage, et en même temps complètement extérieur. C'est que le fond du sujet, il ne peut pratiquement pas le juger, et il faut même s'interdire de le juger. Et donc c'est souvent, le mentor, c'est souvent un bon miroir sur ces sujets-là, pour que les hommes, et beaucoup les femmes, puisque là en l'occurrence je mentore des talents femmes, où ce sujet de la compétence et du syndrome un peu de l'imposteur ou de l'illégitimité sur les compétences, et de dire, mais non, le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Il n'existe pas plus pour un homme que pour une femme, et il va falloir prendre le pari, et il va falloir discuter et négocier des axes qui te permettent de remplir le pari, pour pas que tu sois toute seule. Ouais. Donc voilà, je pourrais continuer d'évoquer, peut-être qu'il y aura d'autres questions autour de ça, là, mais je ne veux pas être trop long. Moi, si je rebondis sur ce que tu disais au tout début de cette réponse, c'est que je pense qu'effectivement, c'est avant tout un travail sur soi. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, une autre façon de le définir, c'est souvent des gens qui pensent qu'ils ont eu le poste par chance ou par hasard. En fait, non, on n'a jamais un poste par chance ou par hasard. Donc, en général, on a fait passer, on est rentré dans un processus de recrutement. On a été sélectionné par des gens qui, évidemment, ont vu les compétences en vous. Donc, évidemment, il faut faire confiance à ses chefs. C'est, au final, moi, ce que j'avais constaté dans ma première expérience, là, c'était qu'au final, c'est exactement ce qu'il fallait. L'expérience de terrain en agence est exactement, finalement, la meilleure expertise pour pouvoir après parler à un journaliste de ces mêmes sujets. Donc voilà, arriver à faire confiance à ses chefs, aux compétences qu'on a pu développer par ailleurs. Et puis aussi, évidemment, encore une fois, se former sur les compétences additionnelles qu'il faudrait acquérir. Et donc, mais c'est avant tout, effectivement, un travail sur soi pour avoir la confiance dans ses capacités à remplir le job. Et alors, si je peux me permettre de rajouter quelque chose toujours sur ces clés, donc on échange ensemble, la Karine, sur ces pistes de solutions, des solutions parfois très concrètes qu'on peut mettre en œuvre. Moi, il y a un autre sujet sur lequel je suis très attentif, et dans le cadre de la transformation qu'on opère dans la Banque commerciale en France de BNP Paribas, c'est un sujet extrêmement important.
on l'a évoqué avant de démarrer cette session, nous on est en train de passer à l'agile à l'échelle au sein des équipes centrales de la Banque commerciale en France. Et je ne suis pas là pour faire un cours sur l'agile, mais un des gros sujets, c'est le droit à l'erreur. Et on est sur des cycles courts, donc on a le droit de se tromper parce que l'erreur finalement est moins grave que si on était sur des cycles longs et sur lesquels elle aurait plus d'importance. Voilà. Ça, c'est un autre très gros sujet, le droit à l'erreur. Et je crois qu'on touche vraiment à ça et de dire, mais est-ce que, en plus de ça, je vis ce syndrome parce que si je me plante, ça va mal se passer. Oui. Et donc il faut, et là, moi je tiens toujours le même discours, il y a la responsabilité du manager et de l'entreprise, et on a des formations d'accompagnement auprès des managers pour correctement les sensibiliser sur la valeur relative de l'erreur, d'une part, et d'autre part, les enseignements positifs qu'on peut tirer des erreurs que nous faisons tous, ou que parfois l'institution peut faire. Ça, c'est un premier sujet. Mais l'autre sujet sur lequel moi je suis très attentif, alors, il faut que l'environnement soit adapté à cela, c'est comment le collaborateur se sent, j'allais dire légitime, mais en capacité de dire, de lever la main, et moi je fais toujours ce geste-là, mais s'il vous plaît, levez la main et dites où on est en train de se planter, ou peut-être que je ne suis pas à l'aise, ou... Et je crois que c'est aussi difficile pour le manager d'entendre ça et d'accepter l'écoute de cette erreur, et ensuite de prendre les mesures qui vont bien, que pour le collaborateur lui-même, cette forme de courage, mais il faut organiser l'écosystème bienveillant qui va bien autour, de lever la main et de dire « Oh là là, là je ne le sens pas bien ». Et il va falloir peut-être bouger et je vais avoir besoin d'aide ou peut-être qu'on est en train de prendre la mauvaise décision. Ça, c'est un point extrêmement important. J'en parle parce que dans ce cadre de cette transformation agile qu'on est en train de faire, c'est un élément très sensible et on est très challengé jusqu'aux partenaires sociaux pour dire est-ce que tout ça est du discours ou pas. Et on a un certain nombre d'exemples maintenant très concrets où on est capable, de manière objective, de dire à tous nos équipiers et tous nos managers qui progressent dans cette démarche, de dire vous voyez, il s'est passé ça, parfois avec d'assez gros impacts. On a préféré arrêter, on a préféré suspendre, on n'a pas pris de mesures coercitives vis-à-vis des gens qui s'étaient trompés, parce que finalement on a considéré que c'était la collectivité et l'institution qui s'étaient trompés, et pour progresser. Je pense que c'est plus du moyen terme, ça, et je pense que probablement les entreprises, et notamment les grandes entreprises, doivent progresser dans ce domaine-là, mais je pense que ça fait partie des éléments clés de solutions qu'on peut et qu'on doit apporter à ce type de difficultés et de syndromes que l'on peut vivre. Et dans le même ordre d'idée, en fait, il y a de plus en plus de postes courts qui en fait, permettent comme ça d'évoluer, mais en faisant parfois des sauts de pouce, mais de pas rester comme avant dans des postes très très longs et avoir une manière aussi beaucoup plus agile de gérer sa carrière, ce qui peut aussi faire baisser ce syndrome parce que en faisant comme ça des évolutions incrémentales rapides, ça permet de gérer ce sujet. Je suis d'accord. On est là aussi de dire, on voit bien ce qui se passe dans nos organisations, et on est au sein du groupe BNP Paribas, mais dans deux organisations assez différentes. On vit un aplatissement des organisations qui permet une plus grande autonomie des équipes. Et donc les évolutions, il y a des évolutions plus rapides, mais qui sont assez souvent latérales, justement pour répondre à ce besoin d'amélioration des compétences, de prise en charge d'écosystèmes plus larges, dans un mode non hiérarchique, en plus de ça, avec des modes de fonctionnement beaucoup plus transverses et beaucoup plus fonctionnels. Et je pense que ça aussi, ça aidera à contribuer à, il faut dire le mot, peut-être à rassurer un certain nombre de collaborateurs en disant « Ok, les parcours ne sont plus linéaires, ils sont plus, tu dois avoir fait tout ça pour progresser. Il faut faire un certain nombre de pas de côté, et plus tu feras de pas de côté, plus tu vas enrichir ta palette de compétences ou de qualités professionnelles, et tu vas pouvoir progresser. » Donc voilà quelques éléments de réponse. Ombline, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions par rapport à ça. Pas encore de réaction, on aura quelques questions juste après, mais peut-être juste avant ça, en plus donc, de ces travaux sur l'acceptation du droit à l'erreur, sur ces parcours de carrière plus rapides, le groupe BNP Paribas est largement engagé dans ces actions qui favorisent la parité,
qui permettent à chacun de se développer à travers des accords sur la diversité et l'inclusion, par exemple, à travers des partenariats, des engagements avec la charte Jamais sans elle, ou encore avec des réseaux ou associations professionnelles comme Mixity ou dans la Banque commerciale en France comme acteur, dont Pierre d'ailleurs tu fais partie. En quoi est-ce que ces engagements favorisent la parité au sein de l'entreprise? Est-ce que ça vous a aidé, vous, dans vos COMEX paritaires? Karine. Effectivement, comme tu le disais, c'est vrai que c'est très important pour l'entreprise. C'est pour ça que Sophia Merlot, notre directrice des ressources humaines, a signé les 20 engagements de la charte d'engagement à l'occasion des dernières assises de la parité, a renouvelé cette signature cette année. Donc évidemment, l'entreprise se fixe des objectifs pour faire progresser chaque année la proportion des femmes dans les instances de direction de l'entreprise. Après, c'est vrai qu'on a, en l'occurrence, il se trouve que pour nous deux, Pierre et moi, et je laisserai évidemment Pierre en parler, on a la chance d'être au sein de COMEX paritaires. Et effectivement, moi, quand j'ai rejoint BNP Paribas Cardiff, alors après, je venais de la communication, donc on était un petit peu déséquilibrés, mais dans l'autre sens. Mais là, je suis arrivée dans un comité exécutif qui était déjà totalement paritaire. Et c'est vrai que ça m'a permis de me sentir tout de suite en confiance, pas en minorité, et d'être, ça m'a permis de lutter contre ce syndrome, et ça a permis de me sentir tout de suite à l'aise au sein de ce comité exécutif. Pierre, je ne sais pas si... Oui, je peux réagir sur plusieurs éléments. Le premier élément, tu viens de l'évoquer. Effectivement, moi, j'ai eu la chance, en intégrant BNP Paribas et le COMEX de la Banque commerciale en France, d'être dans un comité qui est paritaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, il faut que ça, le terme n'est peut-être pas adapté, mais il faut que ça ruisselle quand même. On voit bien qu'en dessous, on a quand même encore un peu de mal dans les strates intermédiaires, et donc on s'attelle vraiment, grâce à un certain nombre d'actions, à viser à cette parité à tous les niveaux de responsabilité, qu'ils soient de management ou d'expertise. Donc évidemment, comme dans mon périmètre, j'ai de l'informatique et des opérations qui sont, contrairement à la communication, des environnements beaucoup plus masculins. C'est extrêmement important de travailler ces sujets-là, notamment, et ça c'est un de mes dadas, dans la mise en place de l'intelligence artificielle, il y a des algorithmes. Si les algorithmes ils sont massivement traités par des hommes, ils entraîneront des biais, et donc il faut absolument travailler ce sujet-là. Au-delà de ça, il y a plusieurs éléments. Tu as évoqué je suis vice-président du réseau Acteur, là, qui est un réseau qui permet la promotion des femmes à tous les niveaux de la Banque commerciale en France. Je le fais parce que je crois que c'est important, et moi je ne devrais pas utiliser ce verbe-là, mais je me bats pour que ce combat devienne une thématique non genrée. C'est-à-dire que si ça n'est qu'un combat de femmes, je suis persuadé qu'il prendra plus de temps. Ouais, il va se gagner, mais il prendra plus de temps. Et donc il faut absolument que les hommes aient une certaine forme d'exemplarité, au-delà de l'exemplarité, d'action à mener, pour que ce combat se passe plus vite. Et là encore, le dire, même si parfois c'est difficile, là encore le premier, je ne vais pas évoquer des expériences personnelles, mais ça n'est pas complètement évident, mais je crois que c'est absolument incontournable. Et puis après, tu as évoqué aussi, on a évoqué cette charte Jamais sans elle, où je crois que ça a été étendu depuis, mais je suis membre du G100, donc les 100 top managers du groupe BNP Paribas. Je suis signataire de cette charte qui vise à dire que dans une table ronde, il faut viser à minima la présence d'une femme, et sinon on ne participe pas à cette table ronde. C'est un peu désolant de dire que j'ai déjà eu à dire non à une table ronde en disant mais non. Et ce qui était très impressionnant, c'est que l'organisateur, bien évidemment que je ne citerai pas, de se casser la tête pour essayer de trouver une femme, et de ne pas y arriver. Ouais, on a donc, ça arrive souvent. Et là, on dit, voilà, là, au-delà du fait qu'on a la charte qui, quelque part, nous fait prendre conscience de ces sujets-là, on voit bien que l'action, elle est probablement plus longue.
puis je l'ai redit encore. Oui, hein, de faire monter des experts voilà. qui puissent être des Et porte-parole voilà. et inviter à ce type de table ronde. Et c'est pour ça, pardon Karine, mais c'est pour ça que je disais, quand on dit faire progresser les femmes, c'est dans des fonctions de management, mais aussi dans des fonctions d'expertise. Je crois qu'on est peut-être moi en tant qu'homme, encore dans des biais où typiquement tel type de fonction est plutôt représenté par des hommes, y compris dans les métiers d'expertise. Et c'est pour ça que je citais l'exemple de l'intelligence artificielle. Je crois je ne suis pas sûr qu'on ait pléthore de data scientists féminins. On en a, on a des docteurs en mathématiques et je pense que c'est en train de se féminiser, mais il faut absolument qu'on travaille ce sujet-là. Et puis, je le redis parce que pour moi, c'est une source d'enrichissement. Le mentoring dans les programmes féminins est absolument, à mon avis, indispensable et incontournable pour travailler ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'intervention. On a 2 questions qui sont remontées là pour l'instant dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On les prendra dans la limite du temps imparti, bien sûr. On a une question d'Isabelle. Bonjour. Quelle différence avec le manque de confiance en soi, voire le manque d'estime de soi? Est-ce que ça se soigne de la même façon? Soigne entre guillemets. Qui veut prendre cette question? Alors, c'est vrai que moi, je me reconnais pas mal dans cette définition. C'est ce que je disais, c'est que mais c'est le pendant professionnel, on va dire. Parce que le manque d'estime de soi, ça peut être malheureusement beaucoup plus global dans la vie en général. Là, c'est la version professionnelle où on a l'impression qu'on sera pas à la hauteur. Et alors, l'avantage, c'est aussi que du coup, on peut se rassurer en se formant sur les fameuses compétences qui nous manquent. Alors que si le problème est plus profond et que c'est un manque d'estime de soi général, là, il faut probablement un accompagnement plus large et à titre personnel. Oui, je suis d'accord avec toi, Karine. Je pense qu'il y a probablement un lien évident. Sur le thème de la confiance, je reviens, et puis j'y réfléchissais quand j'étais en train d'évoquer les pistes de solutions. Retrouver ou acquérir la confiance nécessite du soutien. Et donc, il y a du travail personnel, mais il y a du travail partagé, et l'accompagnement. Et on a évoqué la théorie des alliés, ça peut être des pairs, ça peut être du coaching, ça peut être du coaching, ça peut être un certain nombre de choses. Je crois très important aussi, et c'est le mot confiance qui m'a fait penser à ça, c'est... et tu l'as dit, c'était le mix des deux choses qui m'a fait penser, c'est-à-dire, quand on vous choisit pour un poste, ce choix, il est délibérément objectif. Donc la confiance est là. Et un des sujets qu'on peut retravailler aussi de ce point de vue-là, est de se dire, mais si j'ai été choisi, c'est que déjà cette légitimité, elle m'est en grande partie donnée. Alors après, je dois l'acquérir de manière supplémentaire. Et comment je fais pour rester moi-même, puisqu'on m'a choisi pour ce que j'étais ou pour le potentiel que j'avais, tout en continuant de progresser. Donc je pense qu'il y a un sujet autour de ça aussi qui est OK, peut-être que tout ne va pas bien et peut-être qu'il y a, sur différents items qu'on a évoqués ensemble, des choses sur lesquelles on peut progresser, mais ça ne veut pas dire, et c'est pour ça que le sujet de la confiance est très important, qu'on doit se remettre en cause. On a été choisi pour ce qu'on était et on a le soutien de l'entreprise. Donc c'est important. Voilà ce que Merci ça m'évoque. beaucoup. On a une deuxième question de Mathilde. Le droit à l'erreur, on en parlait tout à l'heure, le droit à l'erreur ou le droit d'essayer ne doivent-ils pas aussi être accompagnés d'un changement de vocabulaire, comme par exemple « on s'est trompé » qui nous ramène à notre enfance? Le vocabulaire, le choix des mots. Je vais commencer à répondre. Alors là, je suis pas psychanalyste. Peut-être qu'il y a oui. Je suis d'accord pour dire que le choix des mots, le choix des mots est très important. Le choix des mots est très important et la posture est très important.
c'est assez intéressant. Moi, j'ai passé 20 ans dans un grand groupe bancaire anglo-saxon, et c'est assez intéressant de voir que parfois, pour dire la même chose, les anglo-saxons utilisent des mots beaucoup plus positifs. Et donc, vous n'entendrez jamais parler un Anglais dire le droit à l'erreur. Je pense que c'est quelque chose à la limite, qu'il ne peut pas comprendre. Lui, on dit, et nous, on commence à l'utiliser, c'est on teste et on apprend. On fait du test and learn. Et donc, c'est en fait la même chose. Oui. On n'a pas encore réussi. C'est pas qu'on s'est trompé, c'est qu'on n'a pas encore réussi. On est en train d'apprendre à réussir. Et parfois, et moi j'ai souvent expliqué ça, souvent dans cette société, c'est quand on teste ou quand on apprend, c'est normal de temps en temps. Enfin, si on ne testait pas, on ne saurait pas qu'on est en train de se tromper. Donc, on fait des tests pas juste pour dire que ça va aller, c'est aussi pour dire parfois que ça ne va pas aller et que si ça ne va pas, et ben voilà, on va changer les choses pour progresser. Donc, il y a plein de mots comme ça. Notamment sur le sujet de la parité. C'est les anglo-saxons et les Anglais d'une manière générale, alors peut-être aidés par les Américains, pour dire la même chose, ont une vision beaucoup plus engageante et positive des choses. Donc oui, il y aura probablement, mais je suis pas sociologue et je suis ingénieur et pas assez littéraire pour ça, mais le retravail sur le vocabulaire. Et sur l'éducation aussi. Et sur l'éducation, c'est absolument évident. Et moi, je suis très redevable à titre personnel, là encore, de l'éducation nationale d'une manière générale et de ce que la France permet de faire en matière de méritocratie, même s'il y a beaucoup de challenges à opérer là-dedans. Il est absolument évident que sur ces sujets-là, on a loupé quelque chose. En tout cas, c'est ma conviction très, très personnelle. Et là, je crois que nous avons un rôle à jouer en tant que grande entreprise et dans des programmes de share partagés sur des thématiques qui peuvent être d'expertise aussi, mais de travailler sur ces sujets-là. Alors on le fait, je pense, justement en ayant beaucoup de laboratoires internes pour faire, il y a plein d'intrapreneuriat, et ça s'est beaucoup développé au cours de ces dernières années, le People's Lab for Good, ce type de laboratoire qui fait que ça permet de générer quand même beaucoup plus d'idées et de cultiver cette nouvelle forme de test de culture test and learn. Tu as complètement raison. Karine, justement, on a une question là-dessus. Pardon, je complète parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que tu es en train de dire. Une question de Noémie. Est-ce que le groupe BNP Paribas utilise des coachs ayant des compétences spécifiques sur le sujet de carrière des femmes? Donc, dans la suite de ce que tu dis sur nos différents programmes, nos coachs spécifiques. Alors ça me pose une colle. Alors évidemment, il y a des programmes de coaching en interne et alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il y a plus de femmes qui en bénéficient que d'hommes, au final, peut-être, ou qui demandent ce type d'accompagnement. Moi, je sais, en tout cas, à titre personnel, que j'en ai bénéficié, mais je ne sais pas s'il y a des domaines spécifiques de coaching. Alors, moi, j'ai plusieurs exemples. On parlait du réseau féminin Acteur qui permet de faire du coaching, et dans les deux sens d'ailleurs, qui permet d'ailleurs des membres du réseau de coacher eux-mêmes des collaborateurs et notamment des collaboratrices qui voudraient du coaching. Donc il y a déjà ces réseaux entre eux qui s'organisent pour pouvoir développer une certaine forme de coaching. On a parlé aussi des programmes d'accompagnement des talents femmes pour prendre des postes de responsabilité dans la banque commerciale en France, où là, il y a du coaching spécifique qui est organisé. J'en parle, mais c'est la question qui m'y fait penser. Je n'avais pas prévu d'évoquer ce sujet-là. Le groupe lui-même, on parlait de toutes les strates et de tous les endroits où il faut améliorer la parité. J'ai participé à un échange avec visiblement une coach extérieure sur un programme d'accompagnement au niveau de la RH Group pour faciliter la nomination d'administratrices dans les filiales du groupe. Donc,
on n'est pas les spécialistes, et il faudrait plutôt reposer la question à Sophia, mais la réponse est oui, en fait. Alors, peut-être pas de manière encore complètement bien structurée et organisée, mais oui, il y a dans le groupe BNP Paribas, et probablement dans d'autres sociétés et d'autres institutions, des programmes d'accompagnement spécifiques. Et je pense à celui-là parce que j'ai été interviewé dans ce cadre-là. Et c'était intéressant parce que c'était là encore de dire, dans les 3 personnes qui étaient interviewées, il y avait 2 femmes et ils cherchaient un homme. Et je trouvais intéressant de dire, bah voilà, ce sujet-là, il est aussi masculin. Et après, sur ces programmes-là, il y a aussi le fait qu'on cherche des talents. Et on cherche de la même manière qu'on cherche dans les instances dirigeantes on vise la parité. On veut aussi évidemment l'avoir au niveau de la détection des talents. Et après, ces talents bénéficient, eux, de programmes d'accompagnement. Et donc, ça permet, en tout cas, d'assurer la parité et des coachings dédiés aux talents dont les femmes peuvent bénéficier. Parfait, merci beaucoup à tous les deux. Le temps est passé vite, hein. Il est déjà quasiment 14h45. Merci pour ce regard croisé sur un syndrome qui, on l'a vu, peut toucher tout le monde, à tous les niveaux, et sur des aspects aussi variés que la culture d'entreprise, l'ambition, les compétences ou le management. La parité dans les métiers ont permis à Pierre et à Karine, vous avez vu, de se sentir à l'aise et confiants chacun dans leur poste. Et chez BNP Paribas, on poursuit dans cette logique de confiance et d'accompagnement des collaborateurs. Donc, à très bientôt sur ce sujet ou sur un autre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde.